bouton là, c'est abusé. Ah, c'est mieux. Je m'appelle Vivian Griming, je suis né à Ajaccio le 22 juillet 1991. J'ai bientôt 30 ans et je suis candidat de télé-réalité et influenceur sur les réseaux sociaux. Ça fait bizarre de se voir parce que là, comme ça, la dernière fois que je me suis fait comme ça, c'était dans mon casting à Secret Story. Voilà, c'était il y a 7 ans, 8 ans, je crois. Et je sais pas, ça me rappelle des souvenirs. C'est bizarre. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, on se dit jamais, tiens, je vais parler devant un écran et me voir. Mais là, voilà, ça me rappelle, bim, l'élément déclencheur de mon aventure dans voilà, télévisuel, pardon. Moi, je sais que je ne suis pas un garçon qui est super beau. Je veux dire, voilà, quand je vois des hommes à la télé ou quoi, je me dis, waouh, par exemple, Brad Pitt ou quoi, je me dis, voilà, lui, c'est vraiment un très très beau garçon. Moi, je sais que si je suis aimé en général, c'est pas forcément, ou en général, quand j'attire les filles, pas parce que je suis très beau, c'est parce que voilà, je suis gentil ou je suis drôle, surtout par rapport à mon humour. Donc, physiquement, on va dire que je me plais moyennement, voilà. Je suis pas John Wayne, quoi. J'ai pas eu beaucoup de copines à l'école. Oui, j'avais des complexes. J'avais un nez vraiment enfin, comme ça, qu'on aurait d'une pioche. J'avais les yeux encore plus rapprochés, puisqu'en fait, j'avais les sourcils mal faits. On aurait dit des Nike. Voilà, en fait, c'est simple. Hein. Je pense, comme tout le monde le dit, que le totem de Koh Lanta était inspiré de moi à la base. Je pense que pour cacher ce mal-être, pour montrer que physiquement je ne plaisais pas aux gens, j'étais obligé de toujours d'en faire plus, de montrer aux autres que j'avais une personnalité et que je voulais tout en faire les autres en faisant n'importe quoi. J'en faisais trop pour cacher ce complexe. En ce moment, par exemple, je me tue à la musculation, peut-être pour cacher voilà, mes erreurs physiques du visage, pour montrer que moi aussi je peux être beau, que voilà, ou peut-être que c'est que j'ai tellement pas plu quand j'étais jeune que maintenant ça me plaît de plaire. Et en fait, c'est même pas plaire aux filles, puisque je m'en fous de ça, je suis en couple, mais de me plaire à moi-même en fait. Et se plaire à soi-même, c'est le plus important. Mais moi, je pense que c'est un peu une revanche sur la vie. J'ai tellement, entre guillemets, été décribilisé quand j'étais petit, quand on disait il est moche, il louche, il a un nez, il peut ouvrir des portes avec. J'ai tellement été décribilisé par rapport à ça que j'ai ce besoin, c'est comme une revanche de la vie, de me dire voilà, maintenant, Vivian, à toutes les personnes qui t'ont montré que tu étais moche, ben, montre-leur que tu as changé, que tu t'embellis. Et voilà, pour moi, je sais pas, c'est comme une fierté de dire voilà, j'ai changé, on peut le faire. C'est comme une sorte de revanche sur la vie. Après, c'est bête parce qu'on doit s'en foutre de ce que les autres pensent. Mais ça m'a toujours un peu atteint, quoi, en fait. Voilà, à l'époque, je disais rien. Voilà, quand on me disait, voilà, Vivian, c'est le bon ami, c'est mon BFF. Mais genre, à un moment donné, voilà, on en a marre. Je n'étais pas qu'un ami, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre la chirurgie esthétique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent ça. Mais moi, je pense que si on n'abuse pas de la chirurgie esthétique, c'est une bonne chose. Moi, j'ai reçu plein de messages de filles qui m'ont dit Vivian, moi aussi, je me suis opéré du nez, je revis, ça me fait vraiment du bien. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des gens, surtout à l'école, qui sont extrêmement méchants. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nez, par exemple, moi, j'ai complexé de mon nez pendant des années, on ne peut pas se faire opérer avant 18 ans. Et ce qui veut dire, c'est que jusqu'à tes 18 ans, tous les jours, il y a un connard qui va dire tu as un nez qui est moche, ou tu es trop grosse, ou tu n'as pas de sein, ou enfin je sais pas, voilà, des trucs comme ça. Et pour moi, la chirurgie, elle peut vraiment changer des vies. Faut pas le faire dans l'extrême. Je veux dire, voilà, quand il y a des filles de télé, par exemple, qui sont très belles et qu'à force de se faire opérer, elles ressemblent à des poissons lune, c'est pas possible. Il faut trouver un juste milieu. Pour moi, ça m'a changé ma vie. Je me sens beaucoup mieux. Ça fait du bien qu'on dise aussi, Vivian, c'est pas juste un pitre, c'est pas juste un clown, il est beau aussi. J'ai jamais eu vraiment d'amis, je pense, parce que j'étais tellement atypique qu'ils se disaient on peut pas avoir un ami comme ça parce qu'il est trop fou, il est capable de faire tout et n'importe quoi. Voilà, je pense qu'on peut le retrouver nu dans le salon à n'importe quel moment. Voilà, il est bête. Peut-être que tout ce que je faisais, ça me rendait bête. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais eu vraiment d'amis. Et au final, c'est pour ça que j'ai consacré ma vie dans le sport. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base des bases, j'ai toujours rêvé d'être un athlète professionnel. J'ai toujours rêvé de faire de l'athlétisme, enfin d'être un athlète pro. Voilà, j'ai fait 10 ans d'athlétisme et je donnais ma vie là-dedans. C'est comme si tout mon mal-être du fait de mon physique, tout mon mal-être du fait que j'avais pas d'amis, que j'avais pas de copines, mais je le mettais dans l'athlétisme et je me disais c'est pas grave, tu n'as pas d'amis, t'as pas de, entre guillemets, t'as moins d'amis que tous les autres. J'avais des amis, mais pas beaucoup. T'as pas de copine, mais au moins tu te tues dans le sport. Et c'est là où j'étais le meilleur. Ce qui était extraordinaire dans le sport, c'est que quand je venais au stade d'athlétisme, c'est là que je me rendais compte qu'en fait, dans le sport, si tu as de l'argent, si tu es beau ou si tu es très intelligent, ça sert à rien. C'est le talent qui regarde les gens. Moi, je voyais des mecs venir en Porsche et que quand ils couraient, c'était des locs. Que moi, je venais avec mon petit scooter, comme ça, je roulais à 40. Et quand je courais, il y a tout le monde qui me regardait parce que j'avais un niveau. Voilà, j'étais très fort, j'étais champion de Corse. J'ai arrêté l'athlétisme parce que clairement, je n'avais pas le mental. Voilà, c'était
je pense que je regrette, mais bon, j'avais pas de mental. C'était pour niveau Corse, j'étais champion de Corse, donc ça allait. Et niveau France, j'étais, je crois, dans les 30, 40 ou un truc comme ça, ou 50, je sais plus. Mais plus, je pouvais pas, c'était trop dur. Donc du coup, j'ai arrêté et je regrette d'ailleurs. Je regrette parce que pour moi, le sport, c'est trop important. C'est la base de la vie en fait. Ça te pousse à te surpasser. Ça te montre que l'argent dedans, ça sert à rien. Si tu te donnes pas à fond, ben, tu gagneras pas. Et voilà, je suis dégoûté d'avoir arrêté en fait. Et je regrette juste pour mon père de ne pas avoir été champion de France parce que je sais que j'ai été champion de France UFOLEP, mais j'ai pas été champion de France en général. Donc je pense qu'il aurait été vraiment fier de ça. Et juste par rapport à lui, j'aurais aimé continuer l'athlétisme. J'ai été ADS, adjoint de sécurité, donc c'est policier auxiliaire. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père à l'époque m'a dit Vivian, il y a un concours, il faut que tu le passes. Voilà, j'avais été viré de mon travail de service, j'avais plus de sous. Je me rappelle, je comptais mes pièces rouges pour faire l'essence pour ma moto, alors que le plein c'était 5 €. Mon père, il voulait pas me donner d'argent, il m'a dit c'est fini. À un moment donné, moi je suis pas un pigeon, tu travailles, c'est comme ça ou rien. Je suis allé faire le concours gardien de la paix. Je croyais que c'était gardien de prison, je savais même pas ce que ça voulait dire. Mon père, il m'a dit juste 2 trucs. Voilà. Si on te pose la question, le rouge, ça te fait penser à quoi? Tu dis surtout pas ça, tu dis couleur cerise. Et le deuxième truc, je m'en souviens même plus, bref. Donc du coup, j'y vais, ils m'ont posé des questions. Voilà, je me rappelais toujours, j'avais des piercings de partout. Il m'a dit, vous êtes pour ou contre les piercings? Je dis, contre, bien sûr. Donc il a rigolé, j'avais une coupe jusque-là. Et donc du coup, ils m'ont pris. Voilà, j'ai fait mes 3 mois de service pour être adjoint de sécurité, pour apprendre un service d'une arme. J'ai fait 1 an adjoint de sécurité. J'ai failli me faire virer, clairement, d'ailleurs à multiples reprises parce que je faisais n'importe quoi. Voilà, moi ce qu'il y a, c'est que le seul souci, c'est que moi je n'aimais pas verbaliser les gens. J'avais un collègue à moi de police, à chaque fois il allait verbaliser les gens, moi je n'aimais pas. Et des fois, genre quand il allait verbaliser, il y avait une femme, une fois je me rappelle, je la regarde et je fais, vous inquiétez pas. Donc mon collègue il y va pour la verbaliser, il fait bonjour madame, donc vous avez le téléphone au volant et tout, il devait la verbaliser. Et il fait attendez, je vais aller chercher c'était un PV électronique, il allait chercher dans la voiture. Et moi je le cachais, il disait mais c'est pas possible, il m'est encore caché, on n'en peut plus de ce Grimini, on n'en peut plus. Il faisait allez madame circuler. Et elle me faisait ah, merci, genre doucement. Et le pire du pire, c'est quand mon prof de sport, je me rappellerai toute ma vie, il m'a vu quand je faisais la circulation, parce que moi il me disait mais Vivian, mais tu es qu'un con, et les cons ils ont rien dans la vie, tu iras nulle part, putain, tu iras nulle part, tu finiras nulle part. Et il m'a vu en policier, il a fait ça. Je pense que j'étais pas fait pour être policier, clairement. Après 2 ans de police, je crois, 1 an ou 2 ans, j'ai failli me faire virer. Donc voilà, mon frère m'a dit Vivian, je vais te trouver une solution, t'inquiète pas, je vais te sortir de là. Avec mon frère, on a ouvert un restaurant qui appartenait à une chaîne, voilà, une chaîne de restaurants très connue. Et donc du coup, ça n'a pas marché. C'était très dur pour moi. Voilà, à l'époque, ma mère était venue nous aider en plus, elle venait travailler voilà, pour nous. Et je sais qu'elle nous a jamais dit qu'elle nous en voulait. Et au contraire, elle nous a toujours dit c'est pas grave, je serai toujours là pour vous. Mais en fait, ça m'a arraché le cœur de voir qu'on avait dépensé tout l'argent de nos parents bêtement. Mais comme m'a dit mon frère, voilà, Vivian, il m'a dit c'est comme ça, c'est la vie, dans la vie il faut prendre des risques et malheureusement on n'a pas eu de chance. Ce qu'il y a, c'est que de me dire qu'on a perdu voilà, 180 000 €, si c'est mon argent déjà ça va, mais c'est dur. Mais en fait, c'est de me dire que c'était l'argent de mes parents qui m'a déchiré le cœur. Mon père gagnait 1 600 € par mois, ma mère gagnait je crois 1 400 € par mois. Ma mère, elle s'est saignée toute sa vie. Ma mère, c'est une personne qui allait vendre des gâteaux à l'époque pour payer sa maison. Je me rappelle, elle était tellement heureuse. Elle disait voilà, regarde, Vivian, tu as vu, grâce à ça, j'ai pu payer le four à pizza. Et tu as vu, elle se levait, j'espère que tu es fier de moi. Elle se levait à 4 h du matin pour aller vendre des cacahuètes. C'est des gâteaux corses à l'époque. Elle en vendait des centaines. Elle travaillait comme une folle pour nous aider. C'est un petit bout de femme. Et elle m'impressionnait par sa force. Elle a fait des choses que même moi, je me demandais comment elle faisait, la pauvre. Je la voyais saper son jardin toute seule avant de semer. Seule, elle n'a jamais rien demandé pour vendre ses légumes, pour pouvoir payer sa maison en plus de son travail. Et je me suis dit, Vivian, en 1 an, tu as anéanti toute une vie de travail de tes parents. Et dans ma tête, j'étais anéanti. Je me suis dit, mais c'est pas possible, Vivian, tu as ruiné, entre guillemets, la moitié de l'argent de tes parents. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ma mère, c'est une femme italienne. Donc, elle a immigré en France à l'âge de 6 ans. Elle a toujours travaillé. Déjà à son âge, ses parents la faisaient travailler dans les champs parce voilà, ils devaient vendre les légumes, elle n'allait pas à l'école. Donc, ce n'est pas une personne qui est forcément très cultivée, mais elle a des mains en or, elle sait tout faire. C'est maman qui faisait tout de A à Z, elle nous faisait à manger. J'ai mangé que des produits naturels, que des produits bio, des légumes du jardin de ma mère. Elle ne m'a jamais fait un seul produit en boîte parce que
ça lui tenait à cœur de mettre ses tripes dans tout en fait. On avait des poules, j'avais les œufs frais, j'avais tout. En plus de son travail, elle a donné toute sa vie pour sa maison, pour ses enfants. C'était vraiment la maman italienne, la maman gâteau par excellence. Après ma mère, ce qu'il y a, c'est qu'elle s'est séparée de mon père. Voilà, ça a été très dur pour elle. Ça l'a brisée. Voilà, il s'est passé des choses qui l'ont brisée intérieurement. Voilà. Clairement, hein, quand une femme est trompée, c'est très très compliqué pour elle. Ma mère, elle a très très mal pris. J'ai été séparé de ma mère pendant 5 ans, du coup, vis-à-vis de ça. Et voilà, j'étais seul avec mon père. Mon père m'a toujours dit d'ailleurs, Vivian, si j'ai tenu le coup, si j'ai pas fait de bêtises, en gros, si voilà, j'ai pas fait de bêtises, c'est par rapport à toi. Parce qu'il n'y avait plus mon frère à l'époque à la maison, il m'a dit j'ai tenu le coup pour toi. Parce que mon père, il est resté seul à la maison et c'est lui qui devait payer tous les frais de maison parce que ma mère n'était plus là et c'était très très dur pour lui. Voilà, de s'occuper de tout puisque ma mère a toujours tout fait et du jour au lendemain, mon père se retrouve seul avec son fils. Donc je pense que ça a été très très dur pour lui aussi et c'est à partir de cette période-là qu'avec mon père on a été très fusionnels, on a été comme ça. Ça me touche de reparler de tout ça parce qu'au final on avait une vie de rêve. C'était très très dur pour elle. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, voilà, c'est la femme italienne, c'est la maman gâteau. Elle a toujours tout fait pour son mari. Et pour elle, c'était inconcevable qu'un jour mon père il puisse faire ça. Donc du coup, elle a été brisée. Mais vraiment, vous savez, des fois, il y a des femmes, elles font des burn-out au bout de tant d'années. Des mamans, par exemple, qui travaillent tous les jours, qui font tout, qui travaillent, qui disent jamais rien, qui prennent tout en elles. Et un jour, elles vrillent. Et ma mère, voilà, elle a vrillé. Donc c'est pour ça que je l'en voudrais jamais parce que ce qu'elle a vécu, tout le monde peut le vivre. Moi aussi, je peux le vivre un jour. Moi aussi, un jour, je peux vriller du jour au lendemain. Et je sais que voilà, j'ai beaucoup souffert de son absence, mais je me disais que je peux pas lui en vouloir en fait. C'est pas sa faute. C'est le fait que j'ai manqué ma mère quand j'étais jeune. C'est comme si maintenant je rattrapais. Et plus tard, je veux pas me dire que voilà, ouais, j'aurais pu profiter de ma mère, mais non, j'ai pris un appartement pour être avec des filles, pour faire n'importe quoi. Je veux me dire que voilà, au moins j'ai profité de ma mère le temps que j'ai perdu d'elle. Je veux profiter d'elle au maximum et c'est normal. Ça fait du bien moi quand je viens, que ma mère me fait à manger, que des fois je lui fais à manger, de lui faire des cadeaux, je sais pas, qu'on sorte ensemble boire un verre, qu'elle se sente pas seule. Ma mère c'est une personne qui a personne aujourd'hui. Elle peut compter que sur moi, clairement, c'est vrai. Donc du coup, si je suis pas là, et ça c'est vrai, elle s'apprête pas, elle s'en fout. Je veux dire, elle prend pas soin d'elle. Voilà, elle va pas se faire jolie. Des fois, elle me dit, tu as vu, Vivian, je me suis fait jolie, je me suis coiffée aujourd'hui. Tu as vu, il y en a, quand elle sort, je me maquille, je la sors au restaurant. Et en fait, ça me fait plaisir parce que grâce à moi, elle se retrouve en tant que femme. En fait, ma mère n'a plus confiance en l'homme. C'est bizarre ce que je veux dire, mais j'aimerais lui montrer un autre aspect de l'homme à travers moi. Après, ça n'a rien à voir parce que moi, je suis son fils, mais je peux lui montrer qu'elle peut avoir confiance aussi aux hommes. Et donc, du coup, des fois, je vais travailler avec ma mère à 5 h du matin. Et voilà, il y a des gens qui m'envoient « t'as pas honte de faire les ménages, non mais avec la vie que tu mènes, franchement honte à toi, nanana, ou t'as pas honte de pas aider ta mère ». Mais ma mère, en fait, jamais elle acceptera 1 euro de ma part, jamais. Donc du coup, plutôt que lui donner de l'argent qu'elle ne veut pas, ben, je vais l'aider. J'étais tellement immature que je ne me rendais pas compte de la souffrance que ma mère avait parce qu'elle le cachait. Et c'est pour ça que je me disais, bon ben voilà, ben, ils sont séparés, bon il n'y a rien de grave, mais je ne me rendais pas compte de la souffrance qu'il y a eu dans cette séparation, aussi bien de ma mère que mon père, parce qu'après mon père a beaucoup souffert aussi. Et c'est bizarre, en fait, j'étais tellement immature, j'étais tellement dans ma tête, omnibulé par l'athlétisme, par le sport, par-ci par-là, que je ne me rendais pas compte de la souffrance de mes parents. Et je me rends compte que maintenant, quand ma mère me raconte les choses, et c'est pour ça que je regrette d'avoir un manque de maturité, parce que peut-être que j'aurais pu être là pour ma mère, peut-être que j'aurais pu lui parler, peut-être que j'aurais pu calmer les choses, peut-être que ça aurait changé plein de choses en fait. Pour moi, à l'époque, j'avais le sentiment de culpabilité, comme quoi je laissais ma mère, comme quoi j'abandonnais ma mère. Et heureusement, grâce à Lucie, dans la Villa des Cœurs Brisés, elle m'a confronté à ma mère et moi et nous a fait nous rendre compte à tous les deux qu'on ne doit pas culpabiliser l'un l'autre de nous quitter. En fait, c'est normal, c'est la suite logique. Mais juste, là où je culpabiliserais, ça c'est sûr, c'est de laisser ma mère, de ne plus donner de nouvelles, de ne plus aller la voir. Moi, c'est hors de question. Moi, si je pars vivre avec ma femme, ce qui va se passer, ma mère, j'irai la voir tous les week-ends, c'est une certitude. Je ne peux pas abandonner ma mère. La dernière fois que j'ai jeté à mon père, je crois que c'était la fois où il m'a dit, Vivian, à l'époque on était seuls lui et moi, qui n'avait plus ma mère, qui m'a dit si je tiens le coup c'est grâce à toi, et qui m'a pleuré dans les bras et que j'ai dit papa je t'aime. Voilà, c'est il y a très longtemps. Et malheureusement à chaque fois je me dis Vivian, tu devrais envoyer un message à ton père, tu devrais lui dire que tu l'aimes et tout parce que voilà, des fois on regrette après les choses. Voilà, mon père c'est quelqu'un qui a bientôt 70 ans, il est plus tout jeune.
Et j'ai pas envie de regretter plus tard de ne pas lui avoir dit tout ce que j'avais sur le cœur. Donc je pense qu'il faudrait qu'un jour je l'appelle et que je prenne mon téléphone et que, voilà, que je dise que je suis fier de lui, que malgré tout, même ce qui s'est passé avec maman, il a su rebondir. Mon père, c'est un homme qui a changé. Quand je vais chez lui en Corse, avec sa femme, d'ailleurs qui est une personne extraordinaire que j'adore, ma belle-mère, c'est une personne que j'adore, ça se passe très très bien, je suis accueilli comme un roi, donc je suis très content, j'ai une bonne relation avec mon père, même si c'est vrai qu'on ne s'appelle pas souvent. Si j'appelle mon père pour lui dire que je suis fier de lui, que je l'aime, je pense qu'il ne me dira pas je t'aime moi aussi, je ne sais pas comment il réagira, il doit se dire je ne sais pas, ça serait bizarre de le faire. Personne qui répond aujourd'hui, finalement. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, il fait la sieste jusqu'à 17h. Hein. C'est le Corse de base. Hein. Allô? Allô? Ça va? Ouais, et toi, ça va? Ça va. Il fallait que je te dise quelque chose. Ouais, vas-y. Oui, bon, c'est quelque chose d'assez sérieux que je vais te dire. Hein. C'était juste pour te dire que je te remercie de m'avoir élevé comme tu l'as fait toi, quoi. Tu vois, tu m'as toujours élevé avec des valeurs et des principes. Et quand tu étais seul et que tu galérais, quand on était que toi et moi, je pense que j'étais trop petit pour me rendre compte que c'était très dur pour toi. Et je te remercie de tout ça. Non, ce que j'ai pas supporté, c'est que vous abandonnez, c'est tout. Bon, ça, c'est ça. Ça j'ai eu du mal. Je te le dis. Si toi, tu n'étais pas, je ne serais plus là. Ouais, je sais. Ouais. Et juste, je t'aime. Voilà. Hein? Je t'aime. Bon, ça va. Ça fait plaisir. Non, mais vraiment, et je te jure, papa, je sais que des fois, quand on va pas dans ton sens, tu es un peu bête ou quoi, mais tu es une bonne personne, tu vois, tu n'as jamais volé, tu m'as toujours impliqué les bonnes choses et je te remercie par rapport à ça. Et pour ça, j'avais des facilités, je te le dis. Je sais que tu aurais pu être un voyou, que tu l'as pas fait. Ouais. Bon, Ouais. ça va. Ça va. Non, mais bon, ça fait plaisir, ça va. Ouais, ça va. Bisous, bisous, ciao. Ouais. Ça me fait, ouais, ça me rappelle les souvenirs, voilà. Ouais, mon père à l'époque, il m'a toujours dit, si je tiens le coup, si je m'envoie pas en l'air, c'est par rapport à toi, Vivian, et ouais. Je pense que c'est pour ça qu'en fait, que j'ai jamais voulu redire je t'aime mon père, et reparler de ça, parce que c'était pour pas ressasser le passé, en fait. C'est bizarre, mais là, si j'aurais pas eu cette interview, j'aurais jamais appelé mon père pour dire que je l'aimais, et vous voyez, ce que je disais, c'est mon père, c'est quelqu'un de très fier. Là, j'ai dit je t'aime, il le sait qu'il m'aime, il me le dira pas. Et voilà, quoi, je me sens à plat là. Moi, j'ai toujours rêvé de faire Secret Story. Voilà, c'était mon rêve, je sais pas pourquoi. La télé-réalité, je regardais même pas. C'est juste Secret, je regardais des fois et j'adorais. En fait, c'est les gens qui me disaient Vivian, mon entourage, il faut que tu fasses ça parce que tu serais ouf dedans. Et même à l'époque, d'ailleurs, il y a un ami à moi qui me l'a rappelé il y a pas longtemps, à mon prof de technologie, je lui disais, il me disait pourquoi tu ne travailles pas? J'ai dit écoute, je m'en fous, moi je sais que je serai dans Secret Story bientôt et je gagnerai beaucoup d'argent. Je le sais. Et tout le monde se foutait de ma gueule, personne ne me croyait. Et c'est comme si on disait voilà, demain je vais gagner au loto. Bien sûr, on se foutrait de sa gueule. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Secret Story à l'époque, je crois qu'il y avait 60 000 participants pour faire Secret Story. C'était l'émission phare. Je m'étais renseigné, il fallait faire un curriculum vitae, même j'arrive même pas à le dire tellement que c'est compliqué, un truc immense, limite une synthèse, paragraphée, reparagraphée, expliquer de ta vie, j'avais la flemme. J'ai regardé sur internet, j'ai tapé numéro Secret Story. Donc j'ai appelé Endemol, voilà, j'appelle Endemol et je dis bonjour, j'aimerais faire Secret Story et j'aimerais être mis en relation avec un casteur. Et le mec c'était Teddy, je me rappelle toujours, il me fait allô? Je fais oui, allô? Il fait oui, qui vous a donné mon numéro? Je fais non, mais j'appelle juste pour donner mon secret. Il fait mais qui vous a donné mon numéro? Genre trop énervé et tout. Il fait bon, allez, vas-y, donne ton numéro, donne ton secret. Et je dis écoute, ma compagne, elle double de mon âge. Et là, il hallucine, il fait ah bon? Donc j'envoie des photos, des vidéos. Et là, je me rappellerai toujours cette phrase. Il fait écoute, je veux vous voir à Paris le plus rapidement possible, que ce soit en avion, en bateau, je veux vous voir à Paris. On est allé à Paris. On a fait le casting, on avait la directrice de casting. On est venu une deuxième fois, j'avais un orge à l'œil, je ressemble à rien, je louche encore plus. Donc imaginez-vous, j'étais comme ça quoi. Donc je me dis jamais on sera pris. Hein. Et on a été pris. Sur 60 000 participants, on a été pris. À l'époque, j'avais encore le restaurant avec mon frère. Et en fait, le problème dans Secret Story, c'est que si par malheur ton nom sort, ce qu'il faut savoir, c'est que Secret Story, ils prennent, je crois, 16 candidats, mais ils ont 16 candidats de mystère derrière pour, si un souci, remplacer les candidats que leur nom sorte ou qui ne peuvent pas venir au dernier moment. Si mon nom sortait,
c'était mort, je ne faisais pas Secret Story. Et je me rappellerai toujours, quand j'entrais dans le restaurant, il y avait marqué à la télé bientôt sur TF1, Secret Story. Ça me met encore les frissons, mais ouf, j'avais des frissons de ouf. Je disais à mon frère, mais Vivian, Julien, tu me jures, tu dis pas, tu jures, tu dis à personne, parce qu'encore ça va très vite. Il me dit non, promis, promis. Pour moi, c'était un rêve de faire Secret Story parce que, je sais pas, tout le monde me l'a toujours dit, Vivian, tu es fait pour cette aventure. Et quand quelque chose te dit à force de te dire, tu es fait pour ci, tu es fait pour ça, ben, tu te dis que tu y arriveras. Et moi, c'est bizarre, mais je crois beaucoup au positif qui attire le positif. Maintenant, mais avant, la loi de l'attraction, avant, je ne connaissais pas ça. Mais étrangement, un truc con, quand il y avait des amis à moi qui regardaient les anges ou quoi, je disais, écoute, je ne sais pas pour comment te le dire, mais je sais qu'un jour, j'y serai. Un jour, j'y serai. Je suis entré dans Secret Story. C'est comme s'il n'y avait pas de caméra. Ce qu'il faut savoir dans Secret Story, c'est que les caméras sont accrochées au mur. Il n'y a jamais personne qui vous parle, à part des fois les journalistes derrière qui vous posent des questions, qui vous disent alors comment tu te sens aujourd'hui, comment ci, comment là. La seule personne qu'on voit, qu'on entend, c'est la voix. Donc c'est pour ça que limite la voix, on l'idolâtre. Moi, la voix pour moi, c'était Bouddha avec une voix plus grave, quoi. C'était une expérience extraordinaire. Je veux dire, de nos jours, ça arrive jamais que pendant 2 mois, ou plus de 2 mois, tu te trouves dans une maison qu'avec 16 candidats, des gens que tu n'as jamais vus, et pour protéger un secret. Je pense que toute ma vie, voilà, j'ai manqué de reconnaissance. On m'a jamais dit Vivian, tu es beau, Vivian, bravo, Vivian, ci, Vivian, ça. Et en fait, je voulais que ma famille soit fière de moi pour qui je suis. En fait, je sais pas comment dire, mais je savais que si je montrais qui j'étais à l'écran, je savais qu'il y avait des gens qui allaient dire voilà, ben voilà, c'est un garçon marrant, c'est tout ce qu'on m'a dit toute ma vie, quoi. Il est drôle, et en fait, clairement, voilà, je manquais de reconnaissance. Et je me suis dit que peut-être que grâce à ça, ça pourra m'apporter le vide que j'ai en moi. Grâce à ça, peut-être que j'aurai ces compliments que je n'ai jamais eus et ça pourra me faire du bien. Je suis allé jusqu'en finale et à ma sortie, mais un truc inimaginable. Je veux dire, je vais dans la rue, des gens, hey, c'est le patron, c'est le patron. Parce que moi à l'époque, je criais, c'est qui le patron Vivian. Enfin, mais j'étais reconnu de partout. Et en fait, ça me faisait bizarre parce que je sais pas, je me suis dit, waouh, en fait, les gens te reconnaissent. Ouais, c'est bizarre. J'ai gagné une cagnotte, je crois, de 18 000 euros. Ces 18 000 euros, c'est une somme. C'est ce que je gagnais à l'époque en un an. Voilà, je commençais à très bien gagner ma vie. Voilà, c'était ouf, c'était démesuré. Après, j'ai fait les anges. Voilà, et après, ça s'est enchaîné. J'ai fait plein de télé-réalités. Et à un moment donné, pendant 2 ans, j'ai plus fait de télé. Et c'est là que je me suis rendu compte que qui était là pour moi ou qui n'était pas là pour moi, voilà, ben, plus personne ne me donnait de nouvelles. Voilà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que je faisais la télé, je gagnais très bien ma vie. Là, quand j'ai plus fait de télé, je me suis retrouvé, je crois, au chômage. Ouais, c'est ça, ce chômage. Le chômage de l'époque où j'avais le restaurant avec mon frère. J'ai gagné 800 euros par mois, mais je me retrouve de gagner très bien ma vie à 800 euros par mois et je vois mes amis de télé qui continuent à faire des télés, moi pas. Ça me faisait bizarre. Moi, j'ai arrêté la télé parce que à l'époque, j'étais trop ingérable. Voilà, j'étais complètement fou. Je me mettais à. Voilà, moi, admettons, il y avait 2 candidats là qui parlaient. Je venais. T'es bonne celle-là. Et je niquais, voilà, des moments importants. Je faisais n'importe quoi, tout le temps à poil. En fait, je me suis dit que comme dans Secret Story, on me faisait faire ce qu'on voulait, ben, dans Les Anges, ben, c'était pareil. Mais non, sauf qu'à un moment donné, voilà, c'est une télé-réalité. Mais dans le mot télé-réalité, ben, il y a quand même le mot télé. Il faut que tu fasses des trucs que. Enfin, même pas, tu peux pas faire des trucs. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas montrer ton sexe à la télé. Tu peux pas dire couille, cucu, paix tout le temps. En fait, j'étais trop gamin dans ma tête. Et je me rendais pas compte. J'ai eu A Production qui m'a donné une chance. Voilà, j'ai fait La Villa des Cœurs Brisés 3. Et là, clairement, ils m'ont dit Vivian, il faudrait que tu sois un peu plus calme, il faudrait que tu sois plus ci, il faudrait que tu sois plus là. Et j'ai compris, en fait, que je pouvais pas faire comme dans la vraie vie, je pouvais pas me mettre à poil, je pouvais pas péter à tout va. Je devais être entre guillemets un peu normal. Et après, j'ai continué la télé et maintenant, je crois que j'ai fait 11 ou 12 télés en tout. Pour l'instant, je suis en train de créer mon avenir parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un après-télé. Moi, je l'ai vécu l'après-télé. Je sais que c'est très dur. Je sais que, en fait, on ne se rend pas compte, mais imaginez-vous. Là, voilà, moi, là, je fais de la télé. Pour tous les gens, tous ceux qui font de la télé sont ultra riches. Voilà, c'est ça, ils ont réussi leur vie. Et pour moi, voilà, faire la télé, c'est pas réussir sa vie. C'est un plus, c'est bien. Mais pour moi, quelqu'un qui a vraiment réussi sa vie, c'est un docteur, voilà, un avocat. Ça, c'est quelqu'un qui a vraiment réussi sa vie parce que c'est quelqu'un qui a un CDI tous les mois. Nous, quand on fait de la télé, on n'a pas de CDI tous les mois. Du jour au lendemain, on peut partir. Je veux dire, moi demain, s'ils se disent, on n'a plus besoin d'un Vivian, voilà, d'un mec qui est un peu foufou, qui est drôle parce qu'on en a un autre, ben, je serai oublié. Donc, il faut vraiment que je me crée un après parce que j'ai vécu le fait de ne plus avoir d'argent et à un moment donné, moi, j'ai dû refaire des ménages avec ma mère où ma mère, la pauvre, elle me payait. Parce que voilà, j'ai quasiment plus de chômage, j'avais plus rien. C'est ma mère qui m'aidait à traverser les ménages. Et ça, je veux plus le vivre. Et moi, mon but ultime, c'est à un moment donné d'arrêter la télé-réalité. Voilà, j'aime la télé-réalité, j'aime ce que je fais. Parce que moi, pour moi, en fait, c'est pas une télé-réalité. Pour moi, c'est des vacances où je montre qui je suis et où je suis avec des nouvelles personnes. Voilà, c'est comme à l'époque quand j'étais en colonie, c'est pareil. Et à un moment donné, à qui ça fait pas kiffer
de partir en vacances. Je vois beaucoup de personnes qui critiquent les gens de télé. Ouais, c'est une honte, ils sont payés pour montrer leur queue à la télé. Mais est-ce que toi qui me critiques, tu n'accepterais pas de faire ce que moi je fais? Moi, ça me fait plaisir quand je reçois des messages de gens qui me disent « Vivian, merci parce que grâce à vous, on voyage ». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de voyager. Il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de partir en vacances. Et du coup, ils voient des gens à travers leur écran vivre et voyager et ça leur fait du bien. Et moi, je suis content quand je raconte mon histoire et qu'on me dit « Vivian, je me suis fait à travers toi. Vivian, ma mère, moi aussi, je ne peux pas laisser partir ma mère. » J'en reçois plein des messages comme ça et ça me touche parce qu'au final, on donne des messages aux gens. Aujourd'hui dans ma vie, je suis très heureux. Voilà, je suis très content que ce soit dans ma vie sentimentale. Voilà, je suis en couple, je suis amoureux. Je trouve que j'ai changé. Voilà, il était temps que je grandisse, bientôt 30 ans. Il faut juste que j'évolue dans mes projets professionnels et tout ira bien. Mais en tout cas, je suis très heureux dans ma vie. Et voilà, je suis content d'être la personne que je suis. Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, voilà, de l'amour, du bonheur, une famille, voilà, parce qu'un homme doit avoir une famille. Moi, je rêve clairement, voilà, d'avoir ma famille avec Eva, qu'on ait nos enfants, nos chats, nos chiens. Moi, je veux plein d'animaux. Je veux mon boxer, je veux ma maison, je veux ma mère à côté. Je veux qu'on soit heureux. Voilà, je veux de l'amour en fait. Je veux de l'amour à l'état pur. Je veux que ça, que de la positivité. C'était Vivian Griming pour Zone Off.